Tu veux 5 000 $ pour sauver cette décharge remplie de tes vétérans brisés, ricana Daniel, mon frère, en jetant le chèque directement sur l'herbe. Monte sur le ring et tiens 3 minutes avec moi. Si tu es encore debout demain matin, je conduirai le bulldozer moi-même et j'aplatirai ce camp. Voilà le cadeau que ma famille m'a fait, en plein milieu d'une fête somptueuse. Autour de nous, les invités de l'élite et même mes propres parents ont applaudi et acclamé. Ils étaient impatients de voir mon frère, ceinture noire de MMA et mesurant 1m90, humilier sa jeune sœur couverte de boue. Ils ignoraient impitoyablement le fait que, chez moi, mon frère d'armes blessé pleurait de désespoir, car il était sur le point de perdre son unique abri. Mon frère a fait craquer ses doigts, regardant d'un air suffisant ma silhouette voûtée et courbée. Il pensait qu'il allait avoir 180 secondes pour briser un agneau pathétique, mais il avait oublié une vérité brutale. J'ai défait tranquillement les lacets de mes Rangers, j'ai levé les yeux droits dans les siens, et mes lèvres se sont légèrement retroussées. Tu es sûr de pouvoir tenir 3 minutes. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est là où vous êtes. En le fixant dans ses yeux froids et arrogants, sur cette pelouse immaculée et manucurée, l'odeur âcre et envahissante de son parfum de créateur coûteux m'a violemment ramené en arrière. Elle a frappé mes sens comme un coup physique, me transportant instantanément 20 ans dans le passé. Ce même ricanement tordu et condescendant avait hanté mes cauchemars pendant 2 décennies. C'était le ricanement d'un garçon à qui l'on avait appris depuis sa naissance que le monde lui appartenait, et que je n'étais que la poussière sous ses chaussures de luxe. Debout là, mes pieds nus et marqués s'enfonçant dans l'herbe importée, je pouvais sentir à nouveau le poids oppressant du domaine de la famille Reed s'écraser sur mes épaules. Les lourdes portes en chêne, le silence étouffant des couloirs du manoir, le sentiment constant d'être une intruse dans ma propre maison. Tout est revenu d'un coup. Il me regardait maintenant, exactement comme il me regardait alors, comme un jouet défectueux qu'il avait hâte de casser. La petite fille terrifiée qu'il avait l'habitude de tourmenter est morte il y a longtemps, enterrée sous des années de discipline militaire et d'instinct de survie. Pourtant, pendant une fraction de seconde, la cruauté pure de son regard a menacé de paralyser mon enfant intérieur, exigeant que je me soumette à son autorité imméritée, comme je l'avais toujours fait. Quand j'avais 15 ans, la hiérarchie brutale du domaine Reed était déjà gravée dans la pierre, et appliquée quotidiennement par mes parents. Mon frère Daniel était l'enfant prodige, intouchable et infaillible. Chaque petit trophée sportif qu'il gagnait, chaque plaquage agressif sur le terrain de football, était célébré par d'immenses et somptueux banquets qui remplissaient la maison d'invités en liesse. Pendant ce temps, mes excellents résultats scolaires et mes réussites discrètes étaient relégués dans des tiroirs poussiéreux, complètement ignorés. J'ai appris très tôt à parcourir les grands couloirs du manoir sans faire le moindre bruit, existant comme un fantôme invisible dans ma propre maison. Si je parlais, on me grondait pour être trop bruyante. Si je restais silencieuse, on m'ignorait complètement. J'ai passé mon adolescence à me cacher dans l'immense bibliothèque, lisant des livres d'histoire militaire pour échapper à la réalité que personne ne voulait de moi. J'ai observé, depuis l'ombre, mes parents façonner activement mon frère, louant son comportement de harceleur à l'école comme un leadership naturel. Ils construisaient un capitaliste impitoyable, et je n'étais qu'un sous-produit de leur mariage. Il ne manquait jamais une occasion de me rappeler que je manquais de l'instinct de tueur nécessaire pour porter le nom de la famille, comparant constamment mon empathie silencieuse à sa dominance bruyante et destructrice. 2 ans plus tard, à 17 ans, la dernière illusion de sécurité familiale s'est brisée. J'avais passé 3 mois exténuants à construire un projet complexe de génie mécanique pour un concours d'État, y déversant tout mon besoin désespéré de validation. Un après-midi, mon frère est entré dans la salle à manger, a vu le projet qui prenait de la place sur la table, et l'a réduit en miettes avec un club de golf, comme si de rien n'était. Il ne l'a pas fait par colère. Il l'a fait simplement parce qu'il le pouvait. Quand j'ai pleuré, dévasté par les ruines de mon dur labeur, mes parents ne l'ont pas réprimandé. Au lieu de cela, mon père a soupiré d'agacement en sirotant son scotch. « Ne sois pas si incroyablement sensible, Sarah, a-t-il marmonné. Il s'exprime, c'est tout. Nettoie ce bazar. » C'est à ce moment précis et écrasant que j'ai réalisé que l'empathie et la vulnérabilité étaient considérées comme des maladies mortelles dans cette maison. Il voyait sa malveillance comme une force, et mes larmes comme une faiblesse pathétique. J'ai arrêté de pleurer ce jour-là. J'ai balayé les morceaux brisés de mon projet, et avec eux, j'ai balayé les derniers lambeaux d'espoir d'être un jour aimé.
J'ai verrouillé la porte de ma chambre cette nuit-là et je me suis fait la promesse silencieuse et inflexible que je ne verserai plus jamais une autre larme pour la famille Reed. Exactement 3 jours après mon 18e anniversaire, j'ai mis à exécution la décision qui allait changer de façon permanente la trajectoire de ma vie. J'ai réalisé, avec une clarté absolue, que je ne gagnerais jamais la moindre goutte de leur affection, peu importe mes efforts pour me conformer à leur moule tordu. J'ai complètement arrêté d'essayer. En pleine nuit, alors que l'immense domaine était plongé dans un silence de mort, j'ai fait un unique sac de sport en toile vert olive. Je n'ai pris aucune des robes ou des bijoux coûteux que ma mère m'avait imposés pour les événements mondains. J'ai seulement emporté le strict nécessaire, me dépouillant de tout lien physique avec la fortune des Reed. J'ai descendu la longue allée sinueuse, le froid me mordant les joues, sans jamais me retourner vers le manoir imposant. Je n'ai pas laissé de mots. Personne ne s'est réveillé pour m'arrêter. Personne n'a même remarqué mon absence avant que la femme de chambre ne vérifie ma chambre, l'après-midi suivant. J'étais déterminé à trouver un endroit où ma douleur profonde et bouillonnante aurait enfin un but. Alors que je marchais des kilomètres dans le noir vers l'autoroute, le poids écrasant de leurs attentes s'est enfin levé de ma poitrine, remplacé par un sentiment de liberté absolue, terrifiant mais exaltant. Une semaine après avoir fui les murs étouffants du manoir, je suis entré directement dans un bureau de recrutement du corps des marines. Le contraste était incroyablement saisissant. Le bureau sentait le café rassis, la cire à parquet et la sueur, un changement radical par rapport au lustre en cristal et aux parfums importés de mon passé. Je me suis assise en face d'un recruteur grisonnant qui a regardé mes mains douces et manucurées et a haussé un sourcil, doutant clairement qu'une riche fugueuse puisse survivre à la machine militaire. Mais quand j'ai parlé, ma voix était d'un calme plat, et dépourvue de toute hésitation. J'ai signé avec empressement pour renoncer à ma liberté civile, échangeant de façon permanente mes draps de soie contre un lit de camp vert olive et une paire de Rangers lourdes qui provoquaient des ampoules. Alors que mon stylo crissait sur le contrat d'engagement, scellant mon destin, j'ai ressenti un profond sentiment de maîtrise de ma propre vie, pour la toute première fois. Je ne fuyais pas seulement l'ombre de mon frère ou la négligence émotionnelle de mes parents. Je courais vers un creuset qui allait soit me détruire complètement, soit me forger en quelque chose d'incassable. Le recruteur a tamponné mes papiers sans le savoir, me tendant la seule issue qu'il me restait. Je suis sorti de ce bureau de centre commercial, une date d'incorporation en main, prête à saigner, à suer et à souffrir, sachant que quelle que soit la douleur que les marines m'infligeraient, elle ne serait jamais comparable à la torture psychologique de vivre en tant que Reed. 6 mois plus tard, la réalité brutale du creuset de Paris-Islande m'a poussé aux limites absolues de l'endurance humaine. Le camp d'entraînement m'a brisé physiquement, déchirant mes muscles et laissant mes pieds couverts d'ampoules sanglantes et angoissantes. Mais il a systématiquement reconstruit mon estime de soi en miettes, à partir de zéro. Les instructeurs qui hurlaient à quelques centimètres de mon visage se moquaient de mon nom de famille, de l'immense richesse de ma famille, ou du code postal d'où je venais. Pour la première fois de toute mon existence, j'ai été jugé uniquement sur mon courage, mon refus d'abandonner, et ma loyauté féroce envers les recrues qui souffraient à mes côtés. Quand j'ai traîné une recrue plus lourde que moi dans la boue, sous des barbelés, tandis que des tirs à balles réelles résonnaient au-dessus, j'ai réalisé que mon empathie innée n'était pas une maladie. C'était un atout tactique. J'ai appris à canaliser mes années de colère refoulées en endurance physique. À chaque kilomètre angoissant couru sous une pluie battante, je perdais une autre couche de la fille sans valeur et invisible que mes parents avaient créée. L'armée a dépouillé la victimisation que mon frère m'avait imposée, la remplaçant par la fierté endurcie et calleuse d'une guerrière qui a mérité chaque souffle. Quand ils m'ont enfin remis l'emblème de l'aigle, du globe et de l'encre, l'épinglant à mon uniforme, j'ai su que j'avais réussi à réécrire mon ADN. Je n'étais plus une Reed. J'étais un marine des États-Unis. Lors de mon premier déploiement de combat à l'étranger, la réalité isolante de la guerre a momentanément fissuré ma carapace blindée. Assise dans une tente poussiéreuse et étouffante en Afghanistan, écoutant le bruit sourd et terrifiant des tirs d'artillerie au loin, un moment de profonde faiblesse m'a submergé. Entouré de marines qui lisaient avec enthousiasme des lettres de chez eux, j'aspirais à un seul mot de validation de la famille que j'avais laissée derrière moi. J'ai écrit une lettre à mes parents, la gardant brève et dépourvue d'émotion, déclarant simplement que j'étais en vie et que je me battais en première ligne. Je l'ai postée et j'ai attendu. J'ai vérifié la distribution du courrier chaque semaine, pendant des mois. Chaque semaine, je m'approchais de la table de distribution, scrutant la pile à la recherche d'une adresse d'expéditeur du domaine. Chaque semaine, rien. Le silence angoissant qui a suivi a été un coup physique à la poitrine.
D'autres marines recevaient des colis remplis de biscuits et de photos. Moi, je recevais le son assourdissant d'un abandon délibéré. On n'a jamais répondu aux lettres. Pas une seule ligne, pas même une carte postale froide et méprisante reconnaissant que leur fille était en vie dans une zone de guerre. Ce silence assourdissant et continu a confirmé ce que j'avais toujours craint. Ma lignée m'avait officiellement et définitivement effacé. J'ai imaginé mon frère transformant ma chambre vide en une autre de ses salles de sport privées, riant de ma pathétique tentative de contact. Cette lettre sans réponse a été le dernier clou dans le cercueil de mon enfance. J'ai brûlé mentalement l'adresse de mes parents, coupant le dernier fil fragile qui me rattachait à mon passé toxique. À partir de ce jour, j'ai arrêté de regarder en arrière. L'armée est devenue ma seule famille, et j'ai juré que je ne m'en dirais plus jamais l'amour de personnes totalement incapables d'en donner. Au cours de la décennie suivante, j'ai obtenu mon grade d'officier par le sang, la brillance tactique et un refus intransigeant d'échouer. Épingler les barrettes de capitaine à mon col n'était pas seulement une étape de carrière. C'était la preuve ultime de ma propre valeur. J'ai appris à compartimenter complètement mon traumatisme, transformant ma douleur profonde en un leadership froid et calculateur qui maintenait mes marines en vie dans les zones de combat les plus meurtrières. J'ai mené des troupes dans des fusillades intenses, prenant des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde, avec une main sûre et un œil imperturbable. Je suis devenu une forteresse absolue à l'extérieur, un commandant respecté qui ne bronchait jamais quand les balles fusaient ou que les bombes tombaient. Pourtant, sous le Kevlar et les médailles, l'enfant intérieur saignait encore en silence, cachant une solitude profonde que la hiérarchie militaire ne pourrait jamais entièrement guérir. Le contraste amer entre l'immense respect que m'inspiraient des vétérans de combat endurcis et le dégoût total que je recevais de ma propre famille a créé une dissonance permanente et angoissante dans mon âme. J'étais une héroïne pour des étrangers, mais un échec complet pour les personnes dont le sang coulait dans mes veines. C'était un fardeau que je portais dans un silence absolu. Mais je portais mon uniforme comme une armure, laissant la discipline et la structure du corps maintenir mes morceaux fracturés ensemble, lorsque les nuits devenaient trop calmes et les souvenirs trop bruyants. Dans la chaleur torride et suffocante du combat, au milieu du chaos absolu des tirs ennemis et des explosions assourdissantes, j'ai enfin trouvé exactement ce que mes parents ne m'avaient jamais donné, une loyauté inconditionnelle. Nous avons saigné dans la même terre, partageant notre eau, nos peurs et nos vies. Dans les tranchées sales et ensanglantées, personne ne se souciait de la taille de votre compte en banque ou du pédigré de votre nom de famille. La survie signifiait tout, et la seule monnaie qui comptait était la confiance. Lorsque les fusillades éclataient, les marines à ma gauche et à ma droite n'hésitaient pas à mettre leur corps entre moi et les éclats d'obus. Ils ne jugeaient pas ma nature silencieuse. Ils comptaient sur ma précision tactique pour les ramener à la maison vivant. Nous avons formé un lien forgé dans un traumatisme extrême, une fraternité infiniment plus profonde que n'importe quelle lignée génétique. J'ai réalisé, avec une clarté absolue, que c'était la famille que j'avais toujours désespérément voulu. Ils n'exigeaient pas la perfection ou la grâce aristocratique. Ils exigeaient seulement que je me batte aussi durement pour eux qu'ils se battaient pour moi. C'est dans les déserts impitoyables d'une zone de guerre que je me suis enfin senti entièrement accepté, me dépouillant complètement de la honte persistante de mon enfance. C'est au cours de l'un de ces déploiements brutaux que j'ai rencontré le vieux Mac, un vétéran féroce et grisonnant qui a fondamentalement changé ma compréhension du leadership. C'était un sergent qui avait perdu sa jambe en se jetant sur un engin explosif improvisé pour protéger sa jeune section de l'explosion. Pendant sa convalescence à l'hôpital militaire, malgré son traumatisme physique angoissant, sa seule préoccupation était le bien-être mental des hommes qu'il avait sauvés. Il est devenu mon mentor, ma boussole et ma figure paternelle de substitution. Mac m'a appris que la véritable force durable ne consiste pas à écraser les gens pour affirmer sa domination, comme le faisait mon frère Daniel. Elle consiste à absorber volontairement la douleur pour que les personnes brisées autour de vous puissent se relever. Sa sagesse silencieuse et sa résilience inébranlable sont devenues l'encre de ma propre santé mentale. Quand les cauchemars du combat menaçaient de m'entraîner vers le fond, Mac était celui qui me calmait, comprenant l'obscurité spécifique que seuls les soldats connaissent. Il m'a donné les conseils parentaux et le soutien inconditionnel que mon père et ma mère m'avaient activement refusé, prouvant que la famille se définit par le sacrifice, pas par un nom de famille partagé sur un acte de naissance. En rentrant aux États-Unis après ma dernière mission, la réalité amère et écœurante de la façon dont la société civile traite ses vétérans m'a frappé plus durement que n'importe quelle embuscade ennemie. J'ai arpenté les rues propres et pavées de la ville et j'ai vu des hommes avec qui j'avais combattu, des hommes qui avaient sacrifié leur esprit et leur corps pour ce pays, se retrouver sans abri et rejetés. La classe élitiste,
des gens exactement comme mes parents et mon frère, enjambaient ces héros brisés sur les trottoirs avec un dégoût total, les traitant comme de vulgaires déchets qui encombraient leur vue immaculée. J'ai vu de riches hommes d'affaires en costume sur mesure reculer devant des amputés mendiant la charité, totalement aveugles au fait que leur liberté luxueuse était payée par le sang des hommes même qu'ils ignoraient. La colère bouillante qui couvait en moi depuis l'enfance a soudainement trouvé une nouvelle cible juste. Je ne pouvais pas sauver ma propre famille de sa vanité toxique, mais je refusais absolument de laisser mes frères d'armes être jetés par une société qui ne comprenait pas leur sacrifice. Cette injustice écœurante a alimenté une nouvelle mission brûlante en moi, donnant à ma vie post-militaire un but désespéré et essentiel. Je savais que je devais agir, en utilisant toutes les ressources qu'il me restait pour protéger la seule famille qui avait jamais vraiment compté pour moi. Il y a exactement 2 ans, j'ai pris une décision qui a coupé mes derniers liens avec une vie normale. Je suis allé à la banque, j'ai encaissé toutes mes économies, ma solde de combat accumulée et ma pension militaire. J'ai pris chaque centime que je possédais et j'ai acheté une ferme abandonnée, rouillée et tentaculaire, à la périphérie de la ville. Travaillant côte à côte avec le vieux Mac, j'ai utilisé mes propres mains couvertes d'ampoules pour reconstruire les cabanes effondrées, réparer la plomberie et défricher les champs envahis par la végétation. Nous avons transformé ce lopin de terre oublié en un sanctuaire dédié aux vétérans luttant contre un SSPT sévère, le sans-abrisme et la dépendance. Je l'ai nommé Camp Freedom. Ce n'était pas un complexe de luxe. Les toits fuyaient et les chauffages cliquetaient, mais c'était une forteresse de sécurité absolue. J'ai donné à ces soldats rejetés un endroit où dormir, un endroit où guérir, et une raison de se réveiller. En regardant le vieux Mac hisser le drapeau américain sur le mât fraîchement peint, j'ai ressenti un sentiment de paix profond et écrasant. J'avais enfin construit le foyer suréaimant que je n'avais jamais eu, entièrement à l'abri et complètement isolé de la portée toxique et destructrice de la lignée des Reed. Il y a à peine 3 semaines, nous commencions enfin à trouver un rythme fragile mais magnifique au Camp Freedom. Les vétérans assistaient à une thérapie de groupe. Les potagers prospéraient. Et pour la première fois depuis des années, l'air nocturne n'était pas percé par le bruit de quelqu'un hurlant à cause d'un cauchemar. Nous étions en train de guérir. Mais ensuite, la lettre recommandée est arrivée par la poste, brisant notre paix durement gagnée. J'ai ouvert l'épaisse enveloppe dans mon petit bureau, mon estomac se nouant alors que je lisais le langage d'entreprise froid et impitoyable imprimé sur le papier cartonné. La banque avait discrètement vendu notre dette immobilière restante. Une société écran privée l'avait racheté agressivement, un prêt de réparation prédateur à court terme, avec une clause de remboursement final brutale. Ils ont immédiatement accéléré l'échéance, exigeant une somme forfaitaire soudaine de $5 000 pour régler le titre, un montant que nous ne pourrions jamais nous permettre avec nos maigres dons de vétérans. Je me suis assise à mon bureau, fixant les chiffres, ressentant la même terreur glaciale que je ressentais autrefois lors d'une embuscade. Le sol se dérobait sous mes pieds. Notre sanctuaire, le seul endroit sur qui il restait à ces hommes dans le monde, était soudainement au bord de l'effondrement total. Et je n'avais absolument aucune idée de qui tirait les ficelles. Je savais que les rachats d'entreprises étaient impitoyables. Mais la vitesse et la férocité de cette prise de contrôle semblaient profondément personnelles, comme une frappe de missile ciblé, visant directement notre fondation. Désespéré de trouver une faille, j'ai passé les 48 heures suivantes enseveli sous une montagne de paperasse juridique. J'ai fouillé frénétiquement dans le registre du commerce, traquant la société écran à travers un labyrinthe de SARL et de holdings, essayant de trouver le milliardaire sans visage qui détruisait ma maison. Finalement, au fond des registres fiscaux de l'État, enterré sous 3 couches de protection d'entreprise conçues pour cacher le véritable propriétaire, j'ai trouvé la société mère. Mon doigt s'est arrêté net sur la signature du PDG, au bas du transfert de propriété. L'encre était fraîche, l'écriture inimitable, le D majuscule arrogant et surdimensionné que j'avais vu griffonner sur un millier de cartes d'anniversaire d'enfance, qui ne m'étaient jamais destinées. Daniel Reed. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing physique dans l'estomac. Mon frère n'avait pas besoin de ce terrain rural bon marché. Il possédait des gratte-ciel de luxe et des centres de fitness haut de gamme dans tout l'État. Ce n'était pas une acquisition commerciale. C'était un assassinat. Il avait dépensé ce qui équivalait à de l'argent de poche pour lui, pour racheter ma dette, spécifiquement pour écraser mon sanctuaire, par pure méchanceté. Il ne pouvait pas supporter le fait que j'ai construit une vie sans sa permission, une vie où je ne me prosternais pas devant la fortune de la famille Reed. Il voulait me voir échouer, pour prouver que mon service militaire et mes vétérans ne valaient rien, comparé à son pouvoir capitaliste. La malveillance calculatrice de ses actions a glacé mon sang.
Ils mettaient intentionnellement mes frères d'armes à la rue, juste pour gagner une querelle de famille mesquine. C'était la trahison ultime, prouvant que la cruauté de mon enfance n'était pas juste une phase. C'était son caractère, permanent et déterminant. Hier matin, le coup de grâce a été porté. Une voiture de police du comté s'est arrêtée dans l'allée en terre du camp, ses gyrophares clignotant dans l'aube grise. L'adjoint est descendu, et a attaché sans un mot un avis d'expulsion rouge vif, juridiquement contraignant, à notre portail en fer. L'échéance était imprimée en encre noire, grasse et indéniable, demain à 8 heures, la propriété serait saisie et les bulldozers arriveraient pour démolir les cabanes. L'effet dévastateur sur les vétérans a été immédiat et catastrophique. Des hommes qui avaient survécu à des explosions à Fallujah ont commencé à emballer leurs maigres biens avec des mains tremblantes, leurs yeux vides, marqués par le traumatisme de l'expulsion qui revenait. J'ai arpenté le terrain, essayant de projeter un calme absolu, jusqu'à ce que je trouve le vieux Mac. Il était assis dans son fauteuil roulant, seul, près du mât, loin des autres. L'homme le plus fort et le plus résilient que j'ai jamais connu serrait contre sa poitrine une photo délavée et froissée de sa section décimée, sanglotant de manière incontrôlable comme un enfant perdu et terrifié. La vue d'un héros de guerre décoré, complètement brisé par la cupidité d'un milliardaire corrompu, a fait voler en éclats ma retenue émotionnelle. Le capitaine de marine discipliné et stoïque a disparu, remplacé par une rage primale et brûlante. J'ai réalisé que la résistance passive n'était plus une option. Je ne pouvais pas laisser ces hommes être jetés comme des déchets une seconde fois dans leur vie. Voir un guerrier adulte s'effondrer a complètement détruit le calme que j'avais mis des années à construire dans l'armée. Je me suis dirigé vers le portail d'entrée et j'ai arraché l'avis d'expulsion rouge vive des barreaux de fer, serrant le papier si fort que mes jointures sont devenues blanches comme l'os. Je n'ai pas pris la peine de changer mes vêtements de travail tachés de boue. J'ai sauté dans la cabine de ma camionnette Ford rouillée et défaillante, le moteur rugissant de protestation alors que je passais la vitesse. Je savais exactement où se trouvait mon frère. Aujourd'hui, c'était la grande fête très médiatisée du 40e anniversaire de mes parents, au domaine familial. Toute l'élite locale, les politiciens et les milliardaires seraient là, sirotant du champagne sur les pelouses manucurées. J'ai écrasé ma lourde botte de combat sur l'accélérateur, soulevant un énorme nuage de poussière alors que je m'éloignais du camp à toute vitesse. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, poussé par une adrénaline furieuse et désespérée. Je retournais tout droit dans le monde toxique et abusif que j'avais tout sacrifié pour fuir. Je me dirigeais droit dans la gueule du loup, entièrement préparé à faire tout ce qu'il fallait, aussi humiliant soit-il, pour obtenir les $5000 nécessaires pour stopper l'expulsion. Je n'étais plus une fille rentrant à la maison. J'étais un commandant, lançant une mission de sauvetage désespérée, seul, en territoire hostile. Les immenses portes en fer forgé du domaine Reed étaient grandes ouvertes pour accueillir l'aristocratie de la ville. Ma camionnette Ford cabossée et rouillée a grimpé en crissant la longue allée pavée sinueuse, les freins défaillants et stridents brisant complètement la douce musique de jazz élégante qui flottait dans l'air. Je me suis garé agressivement, juste à côté d'une rangée de voitures de sport italiennes importées et d'une imposante fontaine en cristal qui scintillait sous le soleil de l'après-midi. J'ai coupé le moteur qui tout sautait et je suis sorti dans cet environnement immaculé, portant ma veste Carhartt fortement tachée de boue, un jean délavé et des Rangers usés. Le contraste était intentionnellement saisissant. L'immense pelouse était remplie d'invités de l'élite en smoking sur mesure et en robe de soirée scintillante. Alors que je marchais vers le centre de la fête, la foule s'est écartée devant moi comme la mer Rouge. Leurs visages, habituellement figés dans des sourires polis de la haute société, se sont tordus de dégoût total et sans retenue, alors que mes bottes sales laissaient des traces de terre sur les allées en pierre impeccables. Je pouvais entendre leur chuchotement dur et critique onduler à travers la foule, me fixant comme si un animal enragé venait d'entrer dans leur sanctuaire exclusif. J'ai gardé les yeux rivés droit devant, ignorant complètement leur révulsion. Ma formation militaire m'a permis d'ignorer le bruit de la foule, me concentrant entièrement sur mon objectif principal, trouver mon frère et obtenir l'argent pour sauver le vieux Mac. Chaque pas que je faisais était une violation de leur monde parfaitement organisé. Mais je me fichais de leur sensibilité délicate. Je ne me souciais que de l'avis d'expulsion qui me brûlait la poche. Avant même que je puisse atteindre mon frère, mon père m'a repéré. Il a brusquement abandonné un cercle de politiciens riches, son visage virant à un rouge cramoisi de fureur et de honte. Il s'est avancé vers moi, me barrant agressivement le chemin, ses yeux flambant du même mépris absolu qu'il m'avait montré depuis l'enfance. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il ne se souciait pas que j'ai l'air épuisé et désespéré. Il s'est penché,
sa voix un sifflement bas conçu pour éviter une scène publique, mais assez aigu pour que chaque mot ressemble à une aiguille empoisonnée s'enfonçant dans mes côtes. « Es-tu venue salir mon nom en ce jour, Sarah ?» Avant que je puisse répondre, ma mère s'est avancée, ses bijoux en diamant coûteux scintillant agressivement au soleil. Elle n'a pas pris la peine de baisser la voix. Elle a pointé un doigt parfaitement manucuré directement sur mon visage, son ton strident, chargé d'un venin déséquilibré et profondément ancré, qui a clairement percé le silence soudain de la foule environnante. « Retourne dans cette décharge avec tes soldats estropiés », a-t-elle craché, son visage contorsionné par la rage. Entendre ma propre mère dégrader publiquement les hommes les plus courageux que j'ai jamais connus a été un coup écœurant. Ils étaient plus offensés par la saleté sur ma veste que par le fait que leur propre fils se tenait devant eux, suppliant pour l'œuvre de sa vie. C'était la confirmation ultime que le blason de la famille Reed était entièrement construit sur la vanité, et que je n'étais rien de plus qu'un secret honteux qu'ils voulaient enterrer de façon permanente. J'ai ravalé ma fierté brûlante, me mordant la langue si fort que j'ai senti le goût métallique du sang dans ma bouche. J'ai complètement ignoré les insultes venimeuses de mes parents, les contournant pour marcher droit vers mon frère. Il se tenait près du bar extérieur, sa silhouette massive et musclée nonchalamment appuyée contre le comptoir en marbre, les bras croisés sur son costume sur mesure, un sourire suffisant et victorieux plaqué sur son visage. Il savait exactement pourquoi j'étais là. Je l'ai regardé droit dans les yeux, me dépouillant de chaque once de mon ego de marine, et je me suis mis entièrement à nu devant mon agresseur. « Daniel, fais le chèque de $5000 pour régler le prêt. Je te rembourserai avec intérêt. Arrête juste la vente aux enchères, s'il te plaît, » ai-je dit, ma voix tendue par un désespoir que j'avais juré ne plus jamais lui montrer. À côté de lui, ma belle-sœur, Patricia, a sorti de façon théâtrale un mouchoir en soie et s'est couvert le nez, levant les yeux au ciel pour le bénéfice des invités qui regardaient. « Oh mon Dieu, mettez-la dehors. Son odeur me donne la nausée », a-t-elle ricané fort, son dégoût armé conçu pour m'humilier davantage. La foule a murmuré son approbation, soutenant pleinement sa cruauté. Je n'ai pas scié. J'ai gardé les yeux rivés sur mon frère, attendant son jugement, prêt à endurer n'importe quelle torture psychologique qu'il exigerait, si cela signifiait que le vieux Mac ne dormirait pas dans la rue demain. À ce moment-là, je n'étais pas un capitaine. J'étais une otage, entièrement à la merci d'un homme qui se nourrissait de ma souffrance. Mon frère a rejeté la tête en arrière et a éclaté d'un rire tonitruant et théâtral, conçu pour attirer l'attention de chaque invité à la fête. Il a lentement fouillé dans sa veste sur mesure, a sorti un lourd chéquier en cuir, et a griffonné sa signature avec un stylo en or. Il a arraché le chèque de $5000 et, avec un manque de respect délibéré, l'a jeté directement sur la terre et l'herbe, à mes pieds. « Tu veux $5000 pour sauver cette décharge remplie de tes soldats estropiés » a-t-il ricané, sa voix dégoulinant d'une malveillance absolue. « Monte sur le ring et tiens 3 minutes avec moi. Si tu es encore debout demain matin, je conduirai le bulldozer moi-même et j'aplatirai ce camp. » La foule a halté, mais a rapidement basculé dans des chuchotements excités et assoiffés de sang. Mon père, au lieu d'arrêter cette folie, a levé son coûteux verre de vin en cristal vers la foule, en signe d'approbation enthousiaste. « Donnez-lui une leçon. » Quelle sorte de son délire, a-t-il acclamé, soutenant pleinement le passage à tabac public de sa propre fille. J'ai baissé les yeux sur le petit morceau de papier qui reposait dans la terre. J'ai pensé aux larmes du vieux Mac, au drapeau claquant au vent, et aux hommes qui comptaient sur moi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai hoché la tête en silence, acceptant les termes brutaux de ce contrat de sang. J'étais prête à sacrifier mon corps pour acheter leur liberté, entrant volontairement dans l'arène pour affronter un homme qui me dépassait de 45 kilos. Si vous avez déjà dû ravaler votre fierté et endurer une humiliation brutale juste pour protéger les innocents que vous aimez, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous comment vous avez survécu lorsque votre propre chair et votre propre sang se sont retournés contre vous. Les invités de l'élite fortunée ont formé avec empressement un large cercle assoiffé de sang sur la pelouse manucurée, tenant fermement leur flûte de champagne, comme s'ils assistaient à un combat de gladiateurs dans la Rome antique. Mes parents ont pris des places VIP de choix sur la terrasse, faisant tourner leur boisson en prévision de ma punition physique imminente. Je me tenais au centre de l'herbe, le poids de leur haine collective m'écrasant. Lentement, maladroitement, je me suis penché et j'ai commencé à défaire les lacets épais et boueux de mes lourdes Rangers. Je les ai enlevés, les jetant de côté. Mes pieds nus ont foulé l'herbe douce importée, et le contraste visuel amer était saisissant. Ma peau était fortement calleuse, rugueuse,
et complètement couverte de marques de brûlures dentelées et de vieilles cicatrices grisâtres de balles, datant d'années de déploiement de combats exténuants. J'ai délibérément courbé les épaules en avant, laissant ma colonne vertébrale s'arrondir parfaitement, feignant la posture épuisée et terrifiée d'une victime sans défense. Mon frère est monté sur le ring, enlevant sa veste de costume coûteuse. Il a fait craquer ses doigts bruyamment, sa silhouette massive de 1m90 me dominant. Il a regardé ma tête baissée, croyant pleinement qu'il allait avoir 180 secondes pour torturer un agneau pathétique. J'ai levé les yeux droits dans les siens, laissant tomber la façade pour une fraction de seconde, et mes lèvres se sont légèrement retroussées. Tu es sûr de pouvoir tenir 3 minutes. La confiance calme et glaçante dans ma voix à peine enregistrée dans son esprit arrogant, complètement noyé par les acclamations des sycophantes qui nous entouraient, avides de sang. Richard, le majordome de la famille, s'est avancé avec hésitation au centre du cercle. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'il regardait entre le physique massif et musclé de mon frère et ma silhouette apparemment fragile et couverte de terre. D'une voix qui s'est brisée de réticence nerveuse, il a crié de commencer le match. Instantanément, l'illusion d'un combat équitable s'est évaporée. Mon frère a rugi comme un animal sauvage et s'est élancé en avant avec une vitesse de MMA terrifiante et étudiée. Il était aveuglé par sa propre arrogance démesurée, s'attendant à une résistance nulle de la part d'une femme qu'il ne considérait que comme une pathétique fugueuse brisée. Il n'a pas pris la peine de lancer un jab d'essai ou de tester ma distance. Il est allé droit au but. Déplaçant son poids massif, il a lancé un direct du droit dévastateur et fracassant, visant directement le centre de mon visage. Il avait pleinement l'intention de mettre fin à ce simulacre de match dans les 3 premières secondes, voulant un chaos rapide et brutal pour satisfaire son public et asseoir sa domination absolue. L'énergie cinétique pure derrière son poing était suffisante pour briser la mâchoire d'une personne normale en une douzaine de morceaux. La foule a collectivement retenu son souffle, attendant le son écœurant de mon effondrement, impatiente de voir la fille rebelle enfin abattue comme un chien enragé sur la pelouse familiale. Le temps a semblé se dilater, ralentissant au pas, alors que son poing se rapprochait, ses yeux grands ouverts de joie sadique et déséquilibrée, enfin légalement autorisé à me détruire. Je n'ai pas esquivé. Je n'ai pas bronché, reculé, ni levé les mains dans une panique frénétique. En forçant violemment ma propre posture contre tout instinct humain naturel, j'ai rapidement rentré mon menton contre ma poitrine et j'ai incliné la tête vers le bas. J'ai activement choisi de prendre le coup massif et lourd directement sur la partie la plus dure et la plus épaisse de mon crâne, le sommet de mon front. Un craquement écœurant et secouant les os a résonné sèchement dans la cour silencieuse, assez fort pour faire halter d'horreur plusieurs invités. Mon frère a reculé en titubant avec un sifflement de douleur aiguë, serrant ses jointures meurtries. Un éclair de lumière blanche aveuglante a explosé derrière mes rétines, et du sang chaud et métallique a instantanément rempli ma bouche alors que mes lèvres se fendaient contre mes dents. La force de la commotion a secoué mon cerveau, mais la douleur aveuglante ne m'a pas brisé. Elle a fait exactement ce que j'avais besoin qu'elle fasse. Elle a réussi à activer mon instinct de survie militaire. La sœur épuisée, suppliante et victimisée a entièrement disparu dans l'éther. Mon système nerveux s'est verrouillé sur la cible. L'adrénaline du champ de bataille a inondé mes veines, remplaçant ma peur par une clarté terrifiante. Je n'étais plus une civile demandant un prêt. J'étais une spécialiste du combat rapproché du corps des marines, hautement entraînée, et j'étais maintenant une arme active. La douleur était une vieille amie, une mesure familière qui me disait que je respirais encore, que je me battais encore, et que l'homme qui se tenait en face de moi venait de faire une erreur de calcul fatale. Furieux et profondément confus que je sois encore debout, le visage de mon frère s'est tordu en un masque hideux de pure rage. Il a rapidement retrouvé son équilibre et, abandonnant toute prétention de retenue, a lancé un coup de pied circulaire de MMA impitoyable et haut, visant directement ma tempe. C'était un coup fatal, conçu pour me séparer de ma conscience. Mais cette fois, j'ai bougé. Au lieu de reculer, je me suis avancé agressivement, directement dans l'arc du cou, avant que sa jambe ne puisse atteindre sa pleine vitesse dévastatrice. En réduisant instantanément la distance, j'ai complètement annulé l'élan de la frappe. L'impact n'a été qu'un bruit sourd contre mes côtes. Utilisant son propre poids massif et déséquilibré contre lui, j'ai poussé mes 2 mains, fort, au centre de sa poitrine. La redirection soudaine de la force l'a projeté en arrière, ses bras s'agitant sauvagement alors qu'il s'écrasait sans cérémonie sur l'herbe, devant la foule entièrement horrifiée. Les sourires suffisants sur les visages de mes parents se sont instantanément transformés en choc. Je me suis redressé,
j'ai lentement essuyé la épaisse traînée de sang de ma lèvre fendue avec le dos de ma main, j'ai abaissé mon centre de gravité, et je me suis mise dans une posture de combat d'infanterie, létale et parfaitement équilibrée. Le vrai combat venait de commencer. Mes mains étaient détendues. Mes yeux étaient morts et concentrés, et l'aura glaçante d'une tueuse professionnelle émanait de ma silhouette meurtrie, brisant complètement l'illusion d'invincibilité de mon frère. Mon frère a poussé un rugissement guttural et furieux, abandonnant complètement son jeu de frappe discipliné. Humilié qu'un seul coup de poing n'ait pas mis fin au combat, il a eu recours à sa lutte de poids lourd de MMA, chargeant en avant comme un taureau enragé pour m'immobiliser et m'écraser sous sa masse pure. Alors que ses bras massifs et musclés se tendaient pour saisir ma taille, je n'ai pas résisté à son élan vers l'avant. Au lieu de cela, j'ai déplacé mon poids d'exactement 2 cm sur le côté, abaissant mes hanches avec une précision militaire étudiée. Il n'a frappé que du vide. Dans cette fraction de seconde de son extension excessive, j'ai attrapé le col épais de sa chemise de ville sur mesure. Utilisant sa propre énergie cinétique énorme comme un levier létal, j'ai pivoté brusquement sur mon talon calleux et je l'ai projeté par-dessus ma hanche. L'impact qui en a résulté a été catastrophique. Son visage et sa poitrine se sont écrasés violemment sur l'herbe manucurée, le choc secouant le sol. Un serveur voisin l'a percuté, envoyant des plateaux de flûte de champagne en cristal coûteux se briser violemment sur la pelouse. L'alcool pétillant a éclaboussé partout, trempant complètement les robes de soirée de créateurs des invités horrifiés qui hurlaient et reculaient de terreur. Je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas vanté. Je me suis simplement tenu au-dessus de son corps étendu et haletant, ma respiration lente et entièrement contrôlée. Je l'ai regardé avec des yeux aussi froids qu'une tombe en hiver, et ma voix a glacé l'air humide de la nuit. Il reste 2 minutes et 15 secondes. Le choc sur le visage de mon père était palpable. L'enfant prodige qu'il avait préparé à être un prédateur invincible mangeait actuellement la terre, aux pieds de la fille qu'il avait rejetée. Mon frère a craché une bouchée de boue et d'herbe, les yeux écarquillés d'une panique soudaine et naissante. Il réalisait que les règles de l'octogone, avec ses arbitres et ses tapis rembourrés, ne s'appliquaient pas ici. Il combattait une femme qui avait survécu à des embuscades dans les montagnes de Kandahar. Mon frère s'est relevé de l'herbe en ruine comme un animal acculé et désespéré. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient plaqués sur son front par la sueur et le champagne renversé, et sa poitrine massive se soulevait d'effort et d'humiliation pure et sans mélange. Il a réalisé que me combattre à distance était un suicide. Alors il s'est précipité, forçant un corps à corps frénétique et chaotique. Dans l'enchevêtrement désespéré de nos membres, il a abandonné toute prétention de fair play et a porté un coup de genou lâche et brutal, directement dans mon flanc gauche exposé. L'impact a été dévastateur. Un craquement écœurant, comme des os qui se brisent, a résonné sèchement sur la pelouse, assez fort pour percer le lourd silence. Mes côtes inférieures se sont instantanément brisées, envoyant une vague de douleur blanche et brûlante déchirer ma poitrine, et contusionnant gravement les muscles intercostaux. Sur le côté, ma belle-sœur, Patricia, a poussé un cri aigu de pure délice, ravie de me voir blessé. À mon dégoût absolu, mon propre père a même applaudi, acclamant ouvertement ma destruction physique. Mais ils ont fondamentalement mal compris la nature de ma douleur. Sur le champ de bataille, la douleur n'est qu'un catalyseur tactique. C'est une donnée brute qui vous dit que vous êtes toujours en vie. J'ai violemment refusé de leur donner la satisfaction d'un gémissement ou d'un cri. Je me suis mordu les lèvres si fort que j'ai saigné à nouveau, absorbant le feu angoissant dans mon torse et le canalisant directement dans mes poings. Je pouvais sentir le bord déchiqueté de mon os cassé bouger à chaque respiration, un rappel angoissant de tout ce que ma lignée m'avait jamais fait. Mais au lieu de me plier en deux comme la victime fragile qu'ils attendaient, j'ai redressé ma colonne vertébrale. Mon regard s'est aiguisé en une fixité létale et imperturbable, qui a fait vaciller et mourir son sourire suffisant. Le prédateur venait de devenir la proie. Ignorant le feu ardent qui déchirait ma cage thoracique fracturée à chaque inspiration saccadée, j'ai exécuté une contre-attaque létale, entraînée dans ma mémoire musculaire 1 millier de fois. Avant qu'il ne puisse ramener son genou pour frapper à nouveau, j'ai plongé mes doigts raidis, en forme de lance, directement dans le creux mou et vulnérable de sa gorge. Il s'est étouffé violemment, ses yeux exorbités de terreur soudaine alors que ses voies respiratoires étaient instantanément compromises. Sa prise d'étau sur mes bras s'est immédiatement relâchée, la panique s'installant. Je ne lui ai pas donné une fraction de seconde pour récupérer. J'ai attrapé une poignée de ses cheveux lisses et trempés de sueur, j'ai violemment tiré sa lourde tête en arrière pour exposer sa mâchoire, et j'ai porté un coup croisé militaire dévastateur et secouant les os,
directement sur le côté de son menton. La force concentrée de mon avant-bras s'écrasant sur sa mâchoire a complètement court-circuité son équilibre. Il s'est entièrement effondré, son cerveau secoué à l'intérieur de son crâne. Sans perdre un instant, j'ai balayé sa jambe d'appui, projetant sa silhouette massive de poids lourd sur la terre pour la deuxième fois. Le combat a visiblement quitté ses yeux, remplacé par la confusion primale et désespérée d'un tyran qui avait enfin rencontré un monstre qu'il ne pouvait pas intimider. La pelouse immaculée, autrefois le symbole de l'aristocratie intouchable de ma famille, était maintenant une zone de combat désignée, tachée de boue, de sang et d'alcool renversé. Mon frère gisait à plat sur le dos, haletant, fixant le ciel nocturne dans un état de choc absolu. Ses millions de dollars en banque, ses voitures de sport de luxe et l'adoration de ses parents ne pouvaient absolument rien faire pour le protéger de la réalité dure et indéniable de la domination physique. Me déplaçant avec une précision militaire terrifiante et létale, je ne l'ai pas laissé récupérer. J'ai immédiatement laissé tomber mon poids et je me suis glissé dans une position montée complète et inéluctable, directement sur sa poitrine massive, bloquant ses bras sous mes genoux. La foule environnante était silencieuse, d'un silence mortel et suffocant. Pas une seule personne, pas même mon père, n'a osé intervenir ou parler. Je n'ai pas lancé de coups de poing spectaculaires pour le public. J'ai cherché la soumission la plus rapide et la plus efficace pour neutraliser la cible. J'ai glissé mes mains ensanglantées au-delà de sa défense désespérée et j'ai appliqué un brutal étranglement des échielles à main nue. J'ai verrouillé mes avant-bras ensemble, enfonçant la pointe de mon menton directement dans son orbite pour faire levier, et j'ai écrasé mes poignets contre son artère carotide, coupant instantanément le flux sanguin vers son cerveau. Il a paniqué, ses mains massives griffant sauvagement mes avant-bras, ses ongles creusant de profondes lignes sanglantes dans ma peau. Mais je n'ai pas bronché. J'ai juste continué à respirer régulièrement, le regardant droit dans ses yeux exorbités et terrifiés. 19-8, ai-je chuchoté froidement, de manière audible, comptant à rebours sa fin, pour que lui seul puisse l'entendre. Ses luttes violentes s'affaiblissaient de seconde en seconde. Son visage est devenu d'un violet contusionné profond, et ses yeux ont lentement commencé à se révulser complètement. Le puissant champion de MMA invaincu, l'arrogant enfant prodige de la famille Reed, a levé sa main tremblante et a faiblement tapé sur mon épaule, en signe d'abandon absolu et indéniable. Ce tapotement était le son le plus doux que j'ai entendu en 20 ans. J'ai maintenu l'étranglement pendant exactement une seconde de plus que nécessaire, juste assez longtemps pour lui faire vraiment comprendre que sa vie était entièrement entre mes mains, et que je l'épargnais par pitié, non par amour. J'ai instantanément relâché la prise, me déroulant de sa poitrine et me relevant d'un mouvement fluide et défensif. Mon frère a roulé sur le côté, s'étouffant, crachotant et toussant violemment dans l'herbe déchirée et boueuse. Son ego massif était complètement brisé en 1 million de morceaux irréparables. Alors qu'il haletait avidement pour de l'oxygène, pleurant des larmes de panique physique, il a finalement réalisé une vérité dévastatrice. Ses arts martiaux de gym, brillants et fortement médiatisés, étaient une blague complète et risible, comparée à la réalité impitoyable de la survie en combat, où il s'agit de vie ou de mort. Il n'a pas osé lever les yeux vers moi. L'homme qui avait passé toute sa vie à me terroriser, l'homme qui avait promis avec confiance de me détruire en 3 minutes, était maintenant recroquevillé en position fétale, gémissant devant les pairs de la haute société qu'il voulait si désespérément impressionner. L'humiliation absolue d'avoir publiquement abandonné face à sa sœur couverte de boue, dont il était séparé, a dépouillé chaque once de sa bravade de mâle alpha fabriqué. J'ai regardé sa silhouette tremblante et pathétique, ne ressentant aucune joie, aucun triomphe, et aucune justification. La prise de conscience que j'avais passé des années à craindre un homme si fondamentalement faible semblait presque absurde. Je ne lui ai pas tendu la main. Je n'ai pas offert un mot de réconfort. J'ai simplement reculé, le laissant se vautrer dans les ruines de sa propre fierté brisée, sachant qu'il n'oserait plus jamais, jamais, me regarder de haut. La douce musique de jazz qui jouait depuis les haut-parleurs cachés du jardin était complètement morte, probablement débranchée par un traiteur paniqué. L'air nocturne était suffocant, lourd de l'odeur métallique du sang et du champagne renversé. L'immense foule de politiciens, de mondains et de milliardaires était figée dans un état d'horreur traumatisé absolu, entièrement incapable de comprendre la violence pure et sans phare qu'ils avaient si ardemment réclamée quelques minutes auparavant. Mon père et ma mère se tenaient paralysés près de leur chaise VIP en velours, leurs coûteux verres de vin en cristal tremblant dans leurs mains manucurées. Ils me fixaient avec de grands yeux fixes, me regardant non pas comme une fille qui venait de défendre sa propre vie, mais comme un démon terrifiant et imprévisible qui avait envahi leur sanctuaire immaculé. Ils n'ont pas osé faire un seul pas vers moi.
La femme qui se tenait devant eux, saignant mais non courbée, leur était complètement étrangère. Leur richesse, leur statut social et leurs titres aristocratiques étaient entièrement inutiles face à la réalité brute et non filtrée de la discipline d'un soldat. Il n'y aurait pas de réconciliation familiale, pas d'excuses larmoyantes, et pas de retour au bercail. Le silence terrifié de la foule d'élite était la réponse la plus forte que j'aurais pu recevoir. J'étais une paria selon leurs standards de la haute société, mais une véritable survivante selon les miens. Richard, le majordome vieillissant de la famille, a été la seule personne assez courageuse pour briser le silence suffocant. Il s'est approché de moi lentement, ses chaussures noires polies craquant doucement sur l'herbe en ruine. Ses mains tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine maintenir sa prise alors qu'il se penchait et ramassait le chèque de $5000, froissé et légèrement taché de boue, sur le sol. Il me l'a tendu, les yeux baissés, dans un mélange de peur et de respect profond et tacite. Il avait travaillé pour cette famille pendant des décennies. Il savait exactement combien d'abus j'avais subis, et il venait de me voir vaincre mon tortionnaire de toujours. J'ai arraché le chèque de ses doigts tremblants sans dire un seul mot. Le petit morceau de papier semblait incroyablement lourd, portant le poids de ma dignité, de ma côte fêlée, et du salut du camp Freedom. J'ai soigneusement plié le chèque et je l'ai glissé dans la poche de poitrine de ma veste Carhartt sale, le pressant fermement contre ma poitrine douloureuse. La rançon financière avait été payée en totalité, extraite non pas par la mendicité ou la soumission, mais par une force absolue et indéniable. La transaction était entièrement terminée. Je ne devais plus rien à Arthur, Eleanor ou Daniel Reed. Le chèque dans ma poche n'était pas seulement un prêt. C'était mon billet de sortie permanent et irrévocable de leur orbite toxique et manipulatrice. Ignorant la douleur cuisante qui me lançait dans ma côte cassée, je me suis lentement penché et j'ai lacé mes lourdes Rangers usées, tirant fermement sur les lacets avec des mouvements étudiés et délibérés. Une fois attaché, je me suis mis au garde-à-vous, la colonne vertébrale droite et les épaules carrées. J'ai balayé d'un regard froid et totalement dégoûté toute la terrasse silencieuse. J'ai regardé mon frère haletant et humilié, qui se tenait encore la gorge sur l'herbe. J'ai regardé ma belle-sœur, qui se cachait craintivement derrière une chaise. Et enfin, j'ai croisé le regard de mes parents, les laissant voir le vide glacial absolu là où résidait autrefois mon besoin désespéré de leur amour. Je n'ai pas offert de discours d'adieu. Je n'ai pas versé une seule larme, refusant de leur donner la satisfaction de me voir pleurer. Sans prononcer un seul mot, j'ai tourné le dos à ma lignée pour toujours et je suis parti. La foule s'est écartée en silence, reculant de peur alors que je traversais leur rang. Les lourdes portes en fer du domaine se sont refermées derrière moi avec un clang métallique retentissant, une manifestation physique de la frontière que je venais d'ériger de façon permanente. Je laissais la fortune de la famille Reed derrière moi. Mais pour la première fois en 36 ans d'existence, je partais complètement entière. À l'intérieur de la cabine rouillée et familière de ma camionnette Ford, l'adrénaline explosive du combat a finalement commencé à s'estomper, remplacée par une vague déferlante d'épuisement physique pur. Chaque fois que les lourds pneus heurtaient un nid de poule sur l'autoroute sombre et sinueuse, mes côtes fêlées hurlaient d'une agonie blanche et brûlante, envoyant des halètements aigus et involontaires déchirer ma poitrine meurtrie. Mes jointures étaient contusionnées et enflées, et la fente sur ma lèvre inférieure continuait de laisser couler lentement du sang chaud sur mon col sale. Mais mon poing droit était fermement, obstinément, fermé autour de ce chèque plié dans ma poche, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. L'agonie physique qui irradiait dans mon torse était un prix incroyablement bon marché, payé avec plaisir, pour notre liberté absolue. J'ai baissé la vitre, laissant l'air nocturne glacial et mordant s'engouffrer dans la cabine, lavant activement l'odeur suffocante de parfums coûteux et de champagne renversé qui s'accrochait à ma peau. Pour la première fois de ma vie, la route devant moi ne ressemblait pas à une voie de fuite. Elle ressemblait à une marche déterminée vers un véritable avenir. Le silence dans la camionnette n'était plus solitaire. Il était profondément paisible. Je m'éloignais d'un manoir rempli d'étrangers, et je me dirigeais vers une ferme délabrée, remplie de ma vraie famille. La douleur dans ma poitrine était une marque d'honneur, un prix que je paierais volontiers 1 millier de fois pour protéger les gens qui comptaient vraiment. L'aube commençait à peine à poindre sur l'horizon accidenté, entraîné meurtri d'or et de violets profonds. Alors que je m'arrêtais enfin devant les portes en fer rouillées du camp Freedom, la menace terrifiante des engins de chantier avait disparu. Le bulldozer n'était nulle part en vue. La brume matinale flottait bas au-dessus des cabanes calmes et paisibles, et le seul son était le doux bruissement des pins dans le vent matinal. Assis exactement là où je l'avais laissé hier, enveloppé dans une épaisse couverture de laine près de l'entrée, se trouvait le vieux Mac.
Son fauteuil roulant était garé face à la route, montant une garde désespérée et sans sommeil tout au long de la nuit glaciale. Son visage buriné et profondément ridé semblait pâle, et ses yeux étaient rouges, enflés et creusés par les larmes versées toute la nuit, dans un désespoir écrasant, croyant pleinement que notre sanctuaire était condamné. Il a levé les yeux au son de mes freins qui crissaient, son corps se tendant en prévision du retour du shérif pour nous expulser de force. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise dans la cabine un long moment, prenant une profonde et saccadée respiration pour me ressaisir, cachant la grimace de douleur qui menaçait de traverser mon visage. J'ai essuyé le sang séché de mon menton avec le dos de ma manche, j'ai serré ma lourde veste Carhartt pour dissimuler le renflement anormal de ma côte fracturée, et j'ai ouvert la portière grinçante de la camionnette. L'odeur de terre humide et d'aiguilles de pin m'a instantanément ancré, m'accueillant de nouveau sur le seul lopin de terre sur terre où j'appartenais vraiment. Il m'a vu sortir de la camionnette, me déplaçant avec une démarche raide et lourde. Mon visage était abîmé, meurtri, et maculé de terre et de sang séché. Ses yeux se sont écarquillés de choc, mais la terreur dans son expression s'est instantanément transformée en un sourire radieux et larmoyant de soulagement pur et sans mélange, juste en voyant que j'étais revenue vivante. Il n'a pas demandé où j'avais été. Il n'a pas exigé d'explications sur les bleus qui se formaient sur ma mâchoire, ou sur la façon maladroite dont je tenais mon bras gauche fermement contre mon flanc. Il a simplement tendu ses mains calleuses et marquées vers moi. Je me suis approché, me forçant à me tenir parfaitement droite, et j'ai placé doucement le chèque de $5000 plié dans ses paumes burinées. Je ne lui ai pas raconté le cauchemar que je venais de survivre au domaine. Je n'ai pas mentionné les rires cruels de mes parents, ni le craquement écœurant de l'os quand mon frère a brisé ma côte. Il ne méritait pas d'occuper une seule seconde de notre victoire. On est en sécurité, Mac, ai-je chuchoté doucement, ma voix rauque et épuisée. Le camp nous appartient. Personne ne nous l'enlèvera jamais. Le vieux guerrier a baissé les yeux sur le chèque, l'encre se brouillant alors que de nouvelles larmes silencieuses de gratitude écrasante coulaient sur ses joues. Il n'avait pas besoin des détails sanglants pour comprendre l'immense sacrifice que je venais de faire. Il a levé la main, saisissant mon épaule avec une force féroce et tremblante. Dans ses yeux remplis de larmes, j'ai vu l'amour, le respect et la fierté inconditionnelle que mon père biologique m'avait violemment refusé toute ma vie. Tenant toujours mon flanc blessé pour me caler contre la douleur lancinante, j'ai reculé et j'ai levé les yeux vers le grand mât blanc au centre du camp. Le drapeau américain usé et légèrement effiloché claquait férocement dans le vent froid du matin, brillamment éclairé par le soleil levant. En regardant ces étoiles et ces bandes, une prise de conscience profonde et inébranlable m'a submergé. Je n'ai pas seulement battu mon frère dans un combat physique ce soir. J'avais vaincu de façon permanente et irrévocable l'emprise psychologique toxique de mon passé. J'avais mené une guerre brutale et sanglante sur une pelouse aristocratique manucurée, entièrement seule, et j'avais réussi à protéger ma vraie famille. La lignée des Reed, avec tous ses milliards de dollars, ses domaines tentaculaires et sa cruauté sans fond, avait finalement perdu face à la volonté de fer, pure et incassable, d'une soldate rejetée. J'ai pris une profonde et régulière respiration d'air matinal vif, sentant le pincement angoissant dans ma côte fracturée, et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Le traumatisme de mon enfance était enfin enterré dans la terre de ce domaine. Les cicatrices sur mes pieds, la fracture dans ma poitrine et les bleus sur mon visage n'étaient pas des marques de victimisation. C'étaient les médailles durement gagnées de ma libération ultime. Derrière moi, je pouvais entendre les premières portes de cabane grincer alors que les autres vétérans sortaient dans la lumière du matin. Un par un, ils ont vu le drapeau, ont vu les larmes de soulagement de Mac, et ont compris, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, que leur maison avait été sauvée. Quelques-uns ont salué le drapeau. Quelques-uns m'ont salué. Je n'avais pas besoin d'un blason de la famille Reed au-dessus de ma cheminée. Je n'avais pas besoin d'un manoir, d'un fonds en fiducie, ni d'un seul centime de richesse héritée. J'avais quelque chose que mon frère, avec tous ses millions, ne pourrait jamais acheter. J'avais des gens qui saigneraient pour moi, parce que j'avais saigné pour eux d'abord. Je me suis retourné vers Mac, qui roulait déjà son fauteuil vers le réfectoire pour préparer le café du matin. J'ai boité lentement derrière lui, baigné dans la lumière dorée du lever de soleil que j'avais moi-même créé, entrant avec confiance dans un avenir où j'étais entièrement, sans excuse, libre. Parfois, la famille que nous construisons sur des cicatrices partagées est infiniment plus forte que celle dans laquelle nous sommes nés. Si vous êtes d'accord, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. J'adorerais que vous partagiez votre propre histoire dans les commentaires, sur la façon dont vous vous êtes éloigné de la toxicité et avez trouvé votre véritable paix.